Bonjour à tous et heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de votre émission Histoire inspirante. Notre invitée de ce jour est un peu particulière. Elle ne boit jamais d'eau, elle n'aime pas les feux d'artifice et pleure pratiquement jamais, sinon devant des films d'amour ou en lisant les romans. Cette présentation un peu humoristique de notre invitée illustre un parcours de vie singulier, jalonné de violence et de séparation, mais aussi de rencontres de véritables piliers de la foi. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Marie-Jeanne Dussart, qui nous partage en toute sincérité et retenue son histoire inspirante. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Philippe. Je suis très heureux de t'avoir avec nous dans cette émission d'Histoire inspirante. On se connaît depuis quelques années, mais c'est la première fois, en préparant cette émission, que nous prenons vraiment le temps de discuter en profondeur. C'est vrai. Et je le vois déjà à ton visage, il y a beaucoup d'émotions, de stress aussi. Je te cache pas que pour moi aussi, c'est la première fois que j'ai des notes aussi complètes devant moi, de peur d'oublier peut-être quelque chose d'important. Ton parcours, il est extraordinaire, surtout par rapport aux personnes que tu as rencontrées, qui t'ont construite. Et c'est ces personnes-là dont tu vas parler aujourd'hui, mais aussi c'est ton histoire, bien évidemment, que tu nous partages. Une histoire qui commence il y a de nombreuses années au Rwanda. Au Rwanda, un pays que tout le monde connaît, en tout cas tout le monde a entendu parler du Rwanda, particulièrement dans les années 90. Toi, tu es une très jeune enfant dans les années 90. Exact. Et tu es, avant peut-être cette histoire de ce pays, il y a ton histoire personnelle, familiale, un peu particulière, même on pourrait dire chaotique. C'est vrai. C'est vrai. Il y a du bon et du moins bon. Oui, c'est vrai. Je suis née dans une famille qui s'est recomposée par la suite. Après, il y a du bon parce que j'ai vécu dans une structure familiale qu'on dit ici africaine, où on est un peu l'enfant de la grand-mère, de la tante, de l'oncle, enfin l'enfant de tout le monde. Donc, oui. Mais structure particulière parce que, alors, il y a ton papa qui va se remarier. Il y a ta maman, mais que tu côtoies très peu, voire même on te dit qu'elle n'est pas là. Et on va y revenir tout à l'heure. Et puis finalement, après un parcours justement chez l'un, chez l'autre, chez les tatis, la personne qui t'accueille, c'est le premier personnage, peut-être le personnage le plus central de ta vie dans cette enfance, c'est ta grand-mère. Tout à fait. C'est vrai que ma mère, je la rencontre vraiment, on va dire, à l'âge de 26 ans. Mon père, j'ai vécu avec lui de manière fractionnée et c'est vrai que j'ai beaucoup vécu avec ma grand-mère dans mon enfance et c'est vraiment le pilier de mon enfance. C'est elle qui m'a appris l'essentiel. Pilier de ton enfance, celle qui te raconte des histoires, celle qui te protège. Exactement, et qui me donne des petites choses particulières du style qui me grille des criquets ou des choses comme ça, alors qu'elle ne mange pas et qu'elle n'aime pas. On va dire que c'était mon cocon. Ouais. C'est aussi le premier pilier de ta foi. Ta grand-mère est adventiste. Elle t'emmène à l'église avec elle, pas simplement régulièrement, mais c'est tous les sabbats. Tous les sabbats, c'est vrai que on allait dans la même église, on va dire une bonne partie de la famille est adventiste et l'autre partie est protestante. Et du coup, c'est vrai qu'avec les cousins, on a pris l'habitude d'aller à l'église le samedi. Le samedi après-midi, on allait à la répétition de la chorale au niveau protestant et le dimanche matin, on était à l'église protestante. Mais c'est vrai que ma grand-mère y est pour beaucoup, notamment qui m'a conduit au niveau des classes de l'école du sabbat, qui plus tard, je saurais que c'était ma maman qui était ma monitrice de l'école du sabbat. Mais oui, c'est elle qui est, pour moi, c'était la base de ma foi. Et là, il y a quelque chose de particulier, tu viens de nous l'évoquer, c'est ta grand-mère t'amène à l'église. Et elle te dit, va dans cette classe-là d'école du sabbat. Il y a plusieurs classes pour la même tranche d'âge, mais elle te dit, non, c'est dans celle-ci qu'il faut que tu ailles. Et
Dans cette classe-là, comme tu le dis, tu le découvriras après, c'était ta maman qui faisait cette classe d'école du sabbat. C'était discrètement sa manière à elle de te pousser dans les bras de ta mère et de te permettre de la rencontrer et qu'elle aussi puisse te voir. Tout à fait. Parce qu'il y avait un désaccord au niveau de ma garde quand j'étais petite. Et bon, ça, je l'apprends bien plus tard parce que quand je suis enfant, je ne comprends pas. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'est que ma grand-mère n'était pas en accord avec les décisions qui avaient été prises et qu'elle voulait du coup que je grandisse en connaissant finalement qui était ma mère. Et heureusement que la vie m'a donné l'occasion de le découvrir plus tard, à 26 ans, quand j'étais moi-même mère. Donc, une grand-mère qui est là, qui est présente, une maman qui est là, mais tu ne le sais pas, elle est tapie dans l'ombre. Et puis, très rapidement, malheureusement, bien évidemment, arrive cette période des années 90. En 90, commencent le premier conflit, les premiers bombardements. D'où le fait que tu n'aimes pas trop les feux d'artifice, de ce bruit sec qui claque dans le ciel. Ça te rappelle cette première période de guerre dans les années 90. Exact, tout à fait. Tu l'as dit, hein, je suis une vieille personne maintenant, puisque tu as dit... T'inquiète pas, on a le même âge. Je compatis. Donc, dans les années 90, j'ai 7 ans. J'étais... dans la ville de Musanze actuellement, j'étais avec mon papa pour ce moment-là. Et c'est vrai que quand il y a eu les premiers bombardements, quand on allait à l'extérieur, au niveau de la haie, on avait l'impression d'avoir le feu d'artifice, mais avec des bruits, des gros pétards. Et c'est vrai que chaque fois aujourd'hui où tout le monde se réjouit pour les 14 février, en juillet ou des choses comme ça, moi je suis plutôt en mode angoisse. Mais ouais. Et puis là, tu te rends compte que finalement, tout n'est pas si simple que cela. Et puis, il y a ton ami, Zach, avec qui que tu côtoies, qui est ton ami. Et puis, on vous dit, mais vous n'êtes pas de la même ethnie, vous n'avez pas à être ensemble. Ça devient une prise de conscience de quelque chose de particulier là aussi. Oui, parce que donc en 90, donc à ce moment-là, des fameux feux d'artifice, c'est vrai que je ne me rendais pas compte. On disait il y a la guerre. Oui, il a fallu qu'on quitte le lieu où on vivait. On s'est réfugié chez les frères. Plus tard, les choses sont revenues en ordre. Pour moi, à mon âge de 7 ans, on est parti parce qu'il y a eu des soucis, on est revenu. Après, mon papa est parti faire des études en France. Et donc, je suis retournée vivre avec ma grand-mère, donc celle qu'on disait. Et donc là, j'avais mes marques, mes cousins et notamment des amis. Et au début de 94, il y a eu des attaques plus ciblées d'une ethnie contre un autre. Et en effet, il s'avère que la famille de Zach a été tuée. Et Zach, on avait le même âge. Pour moi, c'était un enfant. Pour moi, c'est un enfant. Donc, les enfants, ils ne sont même pas méchants. Il y a des histoires d'adultes et des histoires des enfants. Je ne vois même pas en quoi on mélange les histoires des grands et des petits. Ma grand-mère, à ce moment-là, m'avait demandé d'accompagner Zach chez mon autre grand-mère. Parce que c'est vrai, comme on l'a évoqué un petit peu auparavant, comme je n'avais pas vraiment de relation avec le côté maternel, elle m'avait dit qu'on ne viendrait pas nous chercher là-bas. Et du coup, il s'avère que moi et Zach, on a été accueillis donc, chez ma grand-mère maternelle et on s'est cachés dans le grenier. Et malheureusement, toute personne n'est pas bienveillante et il y a des personnes qui ont dénoncé et qui ont indiqué où on se trouvait. Et ils sont venus chercher Zach. Et c'est vraiment là où j'ai pris conscience
de la guerre ou voire même de la méchanceté de l'homme parce que ce qui a été dit, c'était tu le lâches ou on vous tue tous les deux. Et ça, pour moi, je n'ai pas compris. C'est vrai que je n'avais pas compris pourquoi ce n'était qu'un enfant. Donc Zach et sa famille ont disparu. La guerre s'intensifie, on est en 1994. Exact. Les combats deviennent de plus en plus violents. Et comme des dizaines de milliers de personnes, vous êtes jetés sur la route, comme on dit, pour fuir tout simplement ces conflits. Et là, avec ta grand-mère, vous prenez la route du Zaïre, je crois. Oui, on a quitté. Nous, on va dire que on était assez chanceux parce qu'on était, on va dire, à pied, on va dire, on est à peu près à 5 heures de Goma. Et donc, du coup, on a traversé par Goma pour aller au Zaïre. Et 5 heures, là, je me suis rendu compte en y retournant après. Sur le coup, pour moi, ça prenait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Mais je suppose que le contexte n'aidait pas non plus. C'est pas que l'enfance. Parce qu'à ce moment-là, donc, j'ai 11 ans, presque 11 ans. Et du coup, en effet, je pars avec une bonne partie de ma famille paternelle. Il y avait d'autres personnes qui ne voulaient pas partir. Pour moi, je suis un enfant, je ne connais pas le contexte de la guerre. Bien plus tard, je réalise que c'était finalement des contextes ethniques. Des torts de deux côtés, mais voilà, c'est des choses que j'ai réalisées bien plus tard. Et donc, du coup, on suit le mouvement, on arrive au Zaïre. Bon, c'est un terrain qui est assez difficilement praticable parce que à cause des volcans, il y a les pierres, les pierres volcaniques et tout ça, donc c'est pas forcément évident. Je me perds. Comme beaucoup d'autres enfants à ce moment-là. Mais on va dire que j'étais chanceuse parce que seulement au bout de 3 jours, je suis retrouvée par une connaissance de la famille et qui me ramène à ma grand-mère, là où, entre deux, le HCR avait établi certains camps de réfugiés. Alors la route, sans rentrer dans les détails, mais la route pour aller au camp du HCR, justement, elle est compliquée, elle est longue, tu viens de le dire, elle est meurtrière aussi. Oui. Tu me l'as résumé tout à l'heure hors antenne par un mot, cruauté. Oui, parce que oui, c'est de la pure cruauté. Ça résume vraiment. Parce que il y a des morts de fatigue, du fait que les mouvements de masse, forcément, ça crée du désordre, mais aussi il y a vraiment de la méchanceté, des personnes qui tuent les autres, pas forcément que pour les voler d'ailleurs, et pas de cruauté dans le sens où on ne va pas juste tuer la personne, mais on va la tuer, mais vraiment dans des douleurs. Toi, tu as 11 ans à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai 11 ans. Est-ce que tu réalises ce qui se passe encore ou c'est vraiment par la suite que tu vas comprendre, au-delà de la lutte ethnique, mais au-delà de ce conflit, est-ce que tu es en capacité de comprendre ce qui se passe ? Je vis le moment. Je pense que, comme dans plusieurs choses, à partir du moment où on est dans l'action, on ne réfléchit pas. Et encore heureusement qu'on n'est pas en train de réfléchir sur les choses parce que je pense qu'on n'avancerait pas. Donc, moi, je vivais le moment avec mes yeux de 11 ans. Donc, je vois, ce n'est pas normal qu'on coupe la jambe de quelqu'un, qu'on ouvre... Enfin, voilà, je ne vais pas aller dans du... Mais ce n'est pas normal. On sait, ça se voit que ce n'est pas normal. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même cet instant de survie. Donc, on continue, on avance. On te dit, attrape-toi, tu attrapes, tu vas. Mais plus tard, on réalise bien plus tard par où on est passé. Merci, parce que c'est déjà ce que tu es en train de nous partager aussi, ce par où tu es passé. Tu es dans ce camp, dans un pays voisin, mais c'est un pays étranger.
Et puis c'est un camp, malheureusement, comme il en existe, oui, pour la survie, mais c'est loin d'être si facile que ça. D'où ta détestation de l'eau. Tu ne bois pas d'eau. Alors de l'eau, oui, mais de l'eau avec plein de choses dedans, Oui. des tisanes, etc. Pourquoi tu bois pas d'eau? Parce que ça a mauvais goût. Alors, à ce moment-là, il y a eu une période de choléra. Choléra. Oui, en tant que Rwandaise, on a une difficulté entre le R et le L. D'accord. Voilà, donc je suis désolée. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de morts, notamment beaucoup d'enfants. Encore une fois, j'ai été épargnée, donc Dieu merci. Lié à l'eau, notamment, à l'accès à une eau propre. Exactement. Et donc, du coup, pour avoir l'eau propre, on y mettait notamment beaucoup de médications. Et les médications, ça donne un sale goût. Et du coup, l'eau, ça a un sale goût. C'est ce qui est retenu de cette période-là. Oui. Ce parcours, c'est le parcours d'une jeune fille qui traverse un pays, qui traverse une frontière, qui fuit la guerre avec sa grand-mère, avec une partie de la famille. Et puis, vous êtes ballotté dans différents pays successivement. Alors, je les ai notés. Il y a le Kenya, il y a le Cameroun. Et puis, il y a une période difficile où tu te retrouves au Bénin. Là, tu es encore avec ta grand-mère? Non. Rapidement, en fait, je ne suis plus avec ma grand-mère parce qu'à un moment donné, après 1 année et demie, 2 ans, donc moi, on va dire que j'ai eu la chance de ne pas rester longtemps au camp, ou pas. Et en fait, c'est très rapidement, donc mon papa qui vivait en France a envoyé, a mandaté quelqu'un. On appelle ça des passeurs, mandaté donc quelqu'un pour venir me chercher au camp et qui m'a rapproché de son épouse et de ses autres enfants à ce moment-là. Exact. Et donc, du coup, ma grand-mère, finalement, je l'ai quittée à ce moment-là. Et pour la petite histoire, c'est la première fois que je voyais pleurer ma grand-mère et c'est la dernière fois que je la voyais parce que malheureusement, elle est décédée avant que je la revoie. Donc, du coup, le parcours de différents pays que tu as dit, c'était sans elle. C'est la première fois que tu la vois pleurer et tu as ces difficultés de pleurer difficilement quand ce qui concerne la vraie vie. Oui, c'est vrai. Je pleure très facilement pour les films, pour les livres. Mais pour la vraie vie, c'est plus difficile. On va dire que quelque part, on garde des émotions ou... Oui. Tu vas apprendre quelque chose beaucoup plus tard, ce qu'on appelle l'empathie. C'est toi qui me racontais cette histoire et je reprends tes mots. Je t'aide simplement à les relire. Comment on peut pleurer lorsqu'on se casse un ongle? Exactement. Pour les amis que j'ai eus, les amis, j'espère qu'ils me considèrent comme amis, je ne sais pas, au collège ou au lycée, c'était compliqué. Parce que je pense que le fait d'avoir un parcours différent, disons que pour moi, on va dire que ma tolérance de la douleur, elle est peut-être plus élevée que quelqu'un qui n'a pas vécu mon parcours. Et donc, du coup, c'est vrai que quand je voyais quelqu'un pleurer pour rien, parce que pour moi, c'est rien. C'est que ça, donc c'était rien. J'avais plutôt envie de lui donner une raison de pleurer. Et du coup, j'ai eu une période où on va dire que j'étais un peu violente. Un peu. Ça dépend de point de vue. Et donc, oui, il m'a fallu vraiment du temps de me rendre compte qu'on n'a pas tous le même seuil de douleur et qu'on ressent la douleur de la même manière, que ça soit, par exemple, qu'on me pince ou que je me prenne une balle, la douleur, elle est là. Et donc, la douleur que je vais sentir, je vais la sentir de la même manière. Et ça, il m'a fallu vraiment, vraiment beaucoup de temps pour être empathique.
Heureusement, puisque j'étais infirmière après. On va y arriver. Tu traverses plusieurs pays, tu passes 2 années au Bénin. C'est la première fois où tu es confronté aux Français aussi. Avant de pouvoir arriver en France, finalement, le parcours est très long. Tu arrives en France. Et là, il y a un pilier, en tout cas quelqu'un qui va être un pilier pour toi, quelqu'un qui t'apprend le français, un professeur de français. Tout à fait. Quand je suis arrivée en France, donc le français que j'avais appris au Bénin, c'est vraiment très, très peu, donc c'était pas assez. J'ai été scolarisée en fonction de l'âge et du coup, c'est vrai que j'étais la plus grande de ma classe, toujours. Hein. J'ai eu mon bac à 21 ans, donc là. Et j'ai rencontré, donc c'est une personne, elle n'était même pas chrétienne finalement, c'est quelqu'un qui était engagé en Maison de Peuple de la Paix, donc un bénévole qui donnait son temps. Il s'avère que c'est un prof de français. Et elle m'a beaucoup soutenue. Elle est venue à la maison tous les soirs avec un cahier. Elle m'a apporté, en plus, c'est elle qui a apporté le matériel. Et elle m'a tellement soutenue. Pour finir, on est devenus des amis. C'était mon témoin à mon mariage. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup portée. Pas que sur le français, mais aussi sur les discussions, sur l'apprentissage de la culture aussi, parce que du coup, je me retrouvais complètement décalée dans un autre monde, finalement, quelque part. Mais j'ai eu aussi une amie de mon âge qui m'a beaucoup aidée, où j'ai passé beaucoup de temps entre chez moi et chez elle pendant les 2 premières années où je suis arrivée en France. Alors, c'est pas tout facile en France. Il y a l'apprentissage d'une culture différente, d'une langue différente. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas digérées, bien évidemment, de ton passé. Tu as parlé de la violence que tu as pu avoir à un moment donné. Tu aurais pu faire de mauvaises fréquentations, avoir à basculer du mauvais côté. Et donc là, tu te dis, je vais quitter un petit peu mon environnement ici. Je vais aller loin, à Lille, parce que là-bas, au moins, il n'y aura pas de Rwandais. Et c'était après que tu réaliseras que c'était à côté de la frontière belge et qu'il y a beaucoup de Rwandais en Belgique, notamment à Bruxelles. Tout à fait. Parce que oui, en effet, donc là, quand j'étais au CADA, donc où mon l'accueil ami, des immigrés, oui. tout à fait. Voilà. Donc c'est mon ami en français qui me soutenait, tout ça. Donc j'ai passé cette période-là. Après, comme je disais, j'étais avec donc l'ami de mon âge. Malheureusement, la structure familiale chez elle, ses parents se sont séparés. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Les circonstances personnelles ont fait que j'ai déménagé. Du coup, j'ai vécu une année loin, on va dire, de 17 à 18 ans. C'était une année bien chaotique, hein, comme tu l'as souligné. C'était vraiment chaotique. Et je décide de reprendre ma vie en main parce que je me suis rendu compte que je me faisais mal et que je me punissais moi, finalement, au lieu de punir les autres. Et donc, je décide en effet d'aller loin, de me couper de ce que je connaissais. Et en effet, un endroit où je n'aurais pas de Noirs, pas de Rwandais, vraiment, où je voulais vraiment recommencer une vie en mode incognito pour essayer de me concentrer. Et j'arrive. Donc, je ne cite pas des noms, mais j'arrive donc chez la maman en question. C'était une chambre chez Habitant. À peine j'ouvre la porte et il y a une furie. Pour moi, c'était vraiment une furie qui me saute dessus, qui me prend dans ses bras, me dit « je t'attendais ». En plus, moi et la proximité, c'était particulier. Du coup, je me suis dit « où est-ce que je suis tombée ?» Et en fait, il s'avère que c'était une Rwandaise. Donc, ma voisine était une Rwandaise qui avait su qu'il y avait une jeune fille rwandaise qui allait venir s'installer. Et elle m'attendait. Et c'est vrai que elle a passé toute la première nuit à me parler, sans arrêt. Moi, j'écoutais, j'étais là, ok. T'avais même un peu peur ? J'avais un peu peur parce qu'on n'était pas forcément de la même ethnie. Du coup, je disais, ok, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un piège quelque part, je ne comprends pas. Et puis, petit à petit, elle m'a mis à l'aise 1 semaine, 2 semaines. Et elle m'a même obligée à aller dans son église. Et c'est là où on parle dans ton parcours de pilier de la foi, parce que et c'est elle qui te permet de reconnecter à Dieu.
Ta foi, elle était là, peut-être en sommeil, ou en tout cas, elle n'avait pas eu l'espace pour s'exprimer. Mais elle, t'es dans cette période de réflexion sur reprendre ta vie en main. Et puis cette amie te ramène à l'église, un peu de force peut-être aussi. En tout cas, elle est très... Oui, Voilà. un peu de force. Voilà, un peu de force. Voilà. C'était compliqué de lui résister si on voulait avoir la paix. Mieux lui laisser parler, faire, et puis j'étais tranquille comme ça. Mais c'est vrai que j'ai été baptisée très tôt parce que je le voulais au camp où j'ai été baptisée dans l'église adventiste. Après, c'est vrai que dans mon parcours, dans les différents moments que j'ai vécus, pour moi, Dieu a toujours été là. Et notamment, il m'a soutenue par des chants ou par ses piliers, les personnes qu'il m'a apportées et tout ça. Mais on va dire qu'au fur et à mesure, je n'ai pas pu exprimer ma foi ou la vivre comme je la vivais quand j'étais enfant. Au point où, à un moment donné, il y a eu une cassure et je n'allais plus à l'église. Et donc, du coup, c'est avec cet ami-là que je rencontre qui m'oblige à retourner à l'église. Je revis, je me laisse porter, je refais même partie d'une chorale, mais c'est vrai qu'il manque quelque chose. Je vis, on va dire que je n'expérimente pas vraiment Dieu. Oui. Jusqu'au moment où je rencontre une autre personne donc, qui m'a beaucoup apporté aussi. Alors, quand ma famille a eu ses papiers, la carte de séjour de réfugié, le titre de séjour, ou c'est une carte d'identité de réfugié, enfin, voilà, je ne sais plus le nom que ça porte. Mais moi, quand ils l'ont eu, j'avais 16 ans, j'avais plus de 16 ans, donc ça suppose qu'il faut que je demande. Tu dois rentrer dans un processus administratif que tu dois faire. Exact. Et là, ça devient compliqué. Tout à fait. Et on le sait, hein, l'administration, je pense un peu partout, c'est pas évident. Et à la préfecture, ils prenaient un certain nombre de personnes. Et donc, du coup, pour avoir la chance de passer, il fallait venir très tôt. Donc, à partir de 5 heures, on était devant le bureau de la préfecture pour espérer passer à 8 heures. Au bout d'une semaine, on commence un peu, ça commence surtout qu'on rate, enfin, moi, j'ai raté les cours. Et il y avait quelqu'un qui était là, zen, tranquille. La plupart des gens, on était énervés, on avait froid. Et lui, tranquille, en train de fredonner une chanson chrétienne que je connaissais. Et ça m'a interpellée. Je me suis rapprochée de la personne. Je lui ai dit, mais tu es tranquille? Il me fait, mais oui. Je sais qu'avec Dieu, quand ça sera le moment, je vais passer. J'ai pas de problème. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais moi aussi, j'ai Dieu. Et pourtant, moi, j'ai des problèmes. Après, finalement, ce jour-là, on n'est pas passé. Comme j'avais du temps, j'ai accompagné ces jeunes hommes. Il me disait qu'il allait choisir un synthétiseur pour son église. Et il s'avère que son église où il venait d'arriver était l'église où j'allais. Et finalement, c'était le pianiste de notre chorale. Et avec mes amis, on l'appelle le pianiste. Donc encore une personne sur ton parcours, un petit clin d'œil de Dieu, des rencontres. Et puis dans cette église que tu fréquentes, en parallèle de tes études, en parallèle de ta vie, il y a aussi un personnage qui va devenir ton mari quelques temps plus tard, qui lui, on l'a entendu, c'était Fabien, il y a quelques mois de cela, dans une de ses émissions, Histoire inspirante. Fabien, lui, n'est pas chrétien du tout. En tout cas, il est athée. Il se disait athée à ce moment-là. Il rejetait la foi. Et puis, lui, il s'intéresse à toi. Et toi, tu essaies de le décourager. Oui, en effet, je l'ai découragé pour plusieurs raisons. Il était blanc. Oui, ça, c'est un fait. C'est vrai. Il était très doux. Oui, je lui ai dit que j'allais le manger tout cru. Et il était athée. Et surtout athée. Pour moi, c'était pas possible parce que j'étais dans la période où je me reconstruisais. Je cherchais la paix.
Et vraiment, tout l'à côté, j'étais centrée sur mes études, sur ma foi, sur me redécouvrir et me reconstruire. Et amener quelqu'un qui n'était pas dans la même optique que moi dans la vie, c'était pas possible. Et il s'est bien accroché. Mais il faut savoir aussi que le contexte dans lequel je l'ai rencontré, finalement, on avait un groupe de prière. On se retrouvait tous les soirs. On a fait une campagne d'évangélisation. C'était vraiment, on était un groupe d'amis soudés et finalement, c'était le groupe où il se retrouvait, même si au niveau foi, ça, c'était pas ça. Et petit à petit, en faisant son cheminement, finalement, eh ben, il s'est converti. Et bizarrement, quand on étudiait la Bible, eh ben, on avait des clins d'yeux, finalement, qui nous poussaient à construire, finalement, à avancer dans le même sens. Et il est le pilier aussi, un des piliers de ma foi, parce que même si, on va dire quelque part, c'est grâce à moi qu'il a découvert Dieu ou qu'il s'y intéressait, même si c'est Dieu qui lui a parlé, qui s'est fait découvrir à lui, eh ben, c'est mon soutien. Il me permet à moi aussi de me dépasser, d'avancer dans d'autres sens, notamment pour la recherche de l'église, parce qu'il ne se sentait pas bien dans l'église où je fréquentais. Donc, du coup... Donc, vous êtes mis à cheminer ensemble dans la foi, Exact. à chercher une église. Et un jour, vous tombez sur une église que tu connaissais de ton enfance. Tout à fait, tout à fait. Du coup, j'ai repris le chemin de l'église adventiste. Mais j'ai toujours continué comme étant enfant. J'allais à l'église du coup le sabbat et à l'église le dimanche. Et c'est vrai que c'est même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient encore à cœur, le fait de le partage de foi, peu importe l'église dans laquelle on va, puisque pour moi c'est vraiment important les deux. Mais en effet, on s'est établi comme ça par la suite. Ton parcours de foi, il est extraordinaire. Le mot n'est pas trop fort. Parcours de vie aussi, on l'a vu, tumultueux. Dans toutes ces personnes que tu as rencontrées dans ce parcours de foi, comment tu as vu Dieu agir ? Pour moi, Dieu a agi de plusieurs manières. En fait, c'est bizarre à dire avec le parcours que j'ai. Notamment, il y a certaines personnes qui me disent « Mais comment tu peux être croyant, chrétien, avec tout ce que tu as vécu dans ta vie ?» Mais finalement, pour moi, c'était un peu comme une poule qui couve un peu ses poussins. Je suis loin d'être quelqu'un qui a été couvé, mais avec Dieu, j'ai l'impression que c'est ça. Même si des fois, je ne me suis pas rendu compte sur le tas, sur le moment, mais avec réflexion, quand j'y pense, en fait, il y a toujours eu quelqu'un. Il y a toujours eu quelqu'un pour me permettre soit de me dépasser, soit de comprendre comment les autres fonctionnent, ou quelqu'un finalement qui a eu plus de difficultés que moi dans tel ou tel domaine, et du coup, en l'aidant, ben, ça me permet finalement de relativiser ou de si. Je pense à une copine, pareil encore à Lille, où on a dû se soutenir au départ en comptant les petits sous pour pouvoir finalement réussir à manger, parce qu'à un moment donné, on attendait la bourse qui venait pas. Et un peu plus tard, elle a créé une opportunité d'un emploi qui n'existait pas du tout. Elle est partie travailler à l'Union. Elle est partie travailler aux États-Unis. D'accord. C'est pas lui. Si, c'est l'Union. À la conférence générale ? À la conférence générale, okay. Oui. À l'organisation, voilà. Exact, en tant que traductrice. Mais c'est quelque chose, elle a créé un poste parce qu'elle avait envie. C'est quelqu'un qui a une foi, mais extraordinaire. Donc, en fait, au fur et à mesure, j'ai toujours eu quelqu'un qui me permettait même au niveau de mon métier. Je voulais faire infirmière parce que j'ai eu des anges qui ont veillé sur moi au camp. Et pour moi, je voulais être un ange. Donc, j'ai exercé pendant 15 ans. Et puis,
finir, je me réoriente. Mais voilà, donc mon parcours avec Dieu, moi, Dieu, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu, que ce soit par un chant, que ce soit par une personne. Mais oui, il a toujours été là. Merci beaucoup Marie-Jeanne, parce que je suis convaincu que ton témoignage aujourd'hui, peut-être, même si les gens ne te connaissent pas, sera pour eux cet ange qui est là à un moment donné, peut-être dans leur parcours de foi. Alors merci beaucoup pour cela. Et je sais que tu nous as préparé un verset aussi que tu voudrais nous laisser, que tu voudrais laisser à tous nos auditeurs. Oui, c'est donc le psaume 23 qui est bien connu, mais le verset 4 ou 3 en fonction, qui dit que si je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que, en fait, on a des difficultés et on traverse des difficultés. Mais comme je disais, moi, Dieu a toujours été avec moi. Et je crois que peu importe les difficultés qu'on vit, il est toujours là. Même si on ne le voit pas tout de suite, des fois on se rend compte plus tard. Et des fois on ne sait pas finalement par qui Dieu veut nous faire évoluer. Et on se rend compte bien plus tard qu'en fait, tiens, Philippe a été l'ange dans ma vie à tel moment. Et donc oui, ce verset-là, c'est un verset qui me porte et qui, j'espère, porte d'autres personnes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, écoute, je te propose qu'on puisse aller écrire ce verset sur le mur des témoignages pour que tu puisses laisser une trace ici à la Fédération. Okay. Mais je suis certain que déjà la trace, elle est dans le cœur de tous ceux qui nous auront écoutés. Amen.